Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 21 juillet 2016. Je viens de commettre une petite vidéo sur l'ouvrage de Thomas Vino, 76 clochards célestes ou presque. Et j'avais envie de vous parler d'autres choses. Et puis, je pense que je ne ferai pas le point de toute cette aventure-là parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire pour l'instant. Je vais sans doute vous les dire parce que les choses qu'on ne peut pas dire, au fond, elles nous brûlent, elles nous taraudent, elles nous travaillent et on doit pouvoir, à un moment donné, se libérer de certains poids. Mais je vais vous raconter une ou deux petites choses. Ceux qui suivaient mes petites aventures personnelles, j'ai été chef d'une communauté métisse pendant 2 mois environ, à l'hiver 2016. Et peut-être plus que 2 mois, peut-être 3 mois, mais enfin, guère plus, 2 mois et demi. Et j'ai démissionné pour des raisons justement que je n'évoquerai pas ici. Mais il faut que vous sachiez que pendant c'est ça que je vais vous révéler là, ce que j'ai appris pendant ces 2 mois de chefferie. Et ça m'a beaucoup, ça me turlupine depuis ce temps-là. La question me travaille. Je sais pas trop comment interpréter ça là. J'ai l'impression de tenir une piste de quelque chose, mais je vais vous faire part d'une observation. Tout d'abord, il y a eu le fameux jugement qui a été le jugement sur l'affaire Parler, qui est métisse, et quels sont les droits des métis. Mais ça, c'est à venir. Et le fameux jugement dit que les métis sont des Amérindiens, sont des Autochtones comme les autres, et qu'ils sont disséminés partout à travers le Canada. Alors, il y a plusieurs organismes chargés de la défense des métis. Alors, on en retrouve en Saskatchewan, on en retrouve en Colombie-Britannique, on en retrouve en Ontario, on en retrouve au Québec et on en retrouve au Manitoba. Ceux du Manitoba, les héritiers de Rivière-Rouge, là où en fait s'est réalisé le rêve de Champlain, c'est-à-dire de créer une nation métisse avec des Amérindiens et des Français. Ce rêve-là s'est réalisé à Rivière-Rouge, au Manitoba. On connaît la suite. Le gouvernement canadien, dans sa fondation, a éliminé et a spolié ces hommes libres, ces femmes libres qui habitaient les plaines, qui couvraient un assez vaste territoire qu'on appelle le territoire de Rupert, qui allait de l'extrême Ontario jusqu'à une bonne partie presque de la Colombie-Britannique, qui couvrait en fait un immense territoire qui était assez peu occupé, mais qui avait quand même des règles, et où les Indiens, les Canadiens français et les Métis vivaient quand même en assez bonne harmonie. Pas une harmonie complète cependant. Il ne faudrait pas idéaliser. Les Français, les Canadiens français en particulier, avaient un sentiment de supériorité sur les Cris et sur les Métis Cris. Bonjour, monsieur. Bonjour. Avez-vous ça des livres de Eric Fromm? Oui. Ça de la psychanalyse? Oui, c'est... Qu'est-ce que j'ai d'Eric Fromm? Vous cherchez quoi? Intérêt à voir si vous l'avez, mais il y en a peut-être d'autres que j'ai pas aussi. Ça peut être intéressant d'avoir. Normalement, c'est là. Je pensais en avoir, ça m'étonne de pas en avoir. Peut-être acheter des derniers. Ça fait longtemps que vous êtes venu? Pour quelques mois. Quelques mois, parce que je les achète, les livres de Fromm, dès qu'on me les propose. On n'en a pas proposé. Ben, c'est drôle, j'ai le sentiment que oui, mais j'ai eu un lot de psychanalyse, qu'est-ce qu'il y en avait dedans? Je dirais bien que non. Non. OK. Alors, ça reprendra une autre fois. On va se contenter de l'être pour l'instant. Quelle sagesse. Merci. Bonjour. Voyez,
C'est amusant. L'être et avoir, on va se contenter de l'être. Faute d'avoir, on se contente d'être. Alors, que vous disais-je donc? Ouais, donc, fallait pas exagérer non plus la bonne entente. Mais tous ces gens-là, quand même, avaient leurs règles et vivaient relativement en paix, plus qu'en paix qu'en guerre. Et le gouvernement canadien, a commencé à cadastrer le territoire et a ouvert la porte à une immigration massive, ukrainienne, entre autres. Peut-être qu'aujourd'hui, le Canada tient à remercier ces immigrants-là en postant des troupes, justement. On connaît l'histoire. Et donc, mais le point de ce que je veux vous raconter, c'est que pendant cette courte chefferie, donc, j'avais des projets politiques d'abord d'avoir cet organisme-là, en fait, cette communauté, la communauté métisse contemporaine, est un organisme sans but lucratif. Alors donc, c'était de respecter les chartes habituelles qui sont liées aux organismes sans but lucratif. Donc, état des finances, j'optais pour la transparence. Aussi, les membres de notre communauté, j'aurais voté qu'on indique sur les cartes de membres que d'appartenir à cette communauté métisse ne confère aucun privilège fiscal ni aucune exemption de taxes. Alors, on imagine sans peine. Et en plus, j'aurais souhaité que notre communauté donne son appui aux héritiers spoliés de Rivière-Rouge, que nous aurions refusé finalement de participer. Nous aurions quitté, ma communauté et moi, la table des négociations, jugeant qu'avoir une ascendance métisse ne nous conférait pas aucun privilège de quelque nature que ce soit. En fait, que je voulais donner un élan exclusivement culturel à notre communauté. Et évidemment, nous aurions donné un appui non équivoque aux revendications traditionnelles des Indiens inscrits. Mais ça, c'est une autre histoire, parce que si on commence à vous expliquer ici le régime d'apartheid, parce que c'est un véritable régime d'apartheid, que le gouvernement canadien a instauré dans les réserves, qui n'appartiennent pas. Vous pouvez avoir une maison sur une réserve, elle n'est pas à vous, elle appartient au gouvernement canadien. C'est tellement compliqué la question autochtone au Québec, mais c'est pas ça le point. C'est pas ça, on y arrive, là, on y arrive. Alors, quand ce jugement a été rendu public, quand ce jugement-là a été rendu public, on a reçu, ma communauté, on a reçu, nous on assurions le secrétariat là, de notre communauté, on a reçu beaucoup de demandes pour devenir membre. Parce que beaucoup de gens s'imaginaient que tout à coup, ils auraient droit à des exemptions de taxes ou ils auraient droit à des privilèges fiscaux. Ce qui n'était pas le cas du tout. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais la route est très très longue. Il y a une armée d'avocats qui est sur le dossier. Et là, je fais une autre parenthèse. C'est que depuis que ce jugement-là a été rendu, eh bien, c'est une guerre intercommunautaire qui est en train de se dérouler entre les divers groupes métis. Chacun se disputant, chacun anticipant une large part du gâteau et qui voudront l'accaparer, cette part-là. Et donc, c'est des guerres extrêmement féroces. Le Métis Canadian Council, l'Alliance autochtone et la Fédération métisse du Canada, qui est le dernier venu dans cette bagarre-là, eh bien, tous les coups sont permis. C'est une guerre tribale, littéralement. Et moi, j'aurais souhaité que notre communauté ne prenne pas part à ces échauffourées. Sans doute, j'aurais appelé à un vote, naturellement. J'aurais souhaité me faire élire sur cette base-là. Et peut-être, très certainement, j'aurais été battu aux élections. Mais il n'y a pas eu d'élection. J'ai
J'ai démissionné pour des raisons que j'expliquerai éventuellement. Des raisons humaines, sur le plan humain. J'ai démissionné et je pense que notre communauté, cette communauté à laquelle j'ai appartenu pendant un certain temps, va disparaître. Faute de relève, faute de combattants et faute aussi de gens qui saisissent très bien les enjeux politiques. Alors, c'est pas tout de revendiquer. Parfois aussi, il faut ne pas revendiquer et donner son appui à des gens ou à des communautés ou à des groupes humains qui en ont vraiment besoin. Ce qui n'était pas notre cas à nous. Alors, ce que je me suis aperçu, c'est ça le point important. Ma famille paternelle vient de l'Ontario, du nord de l'Ontario. Et le taux d'assimilation chez les Franco-Ontariens et l'assimilation, c'est-à-dire qu'ils ne parlent plus français, ils ne parlent qu'anglais, est effarant. Mais comme à travers tout le Canada, les Franco-Canadiens ne veulent plus être des Canadiens français. Alors, ils se redécouvrent, voire ils s'inventent une généalogie métisse. Alors, tout à coup, l'amérindianité devient le grand autre dans lequel l'ethnie franco-canadienne se dissout, ne pouvant plus assumer cet état de franco-canadien, eh bien, nous devenons des métis. Alors, plutôt que d'être des Lavigueurs, des Latendresse, des Lalonde, on devient des Mahicans, Lalonde. Vous voyez? On obvie notre origine canadienne-française. Et cette origine canadienne-française-là, nous l'apportons comme une honte, comme un stigmate. Alors, ce que j'ai vu au Québec, ce que j'ai entendu au Québec, c'est beaucoup de Québécois qui ont une lointaine ascendance amérindienne ou métisse, eh bien, ne plus vouloir de cette identité québécoise. Dire simplement, moi, je ne suis pas Québécois, je suis un autochtone, comme les autres, comme le dernier jugement vient de le dire. Alors, est-ce la voie à une sorte d'assimilation somptueuse? Est-ce la voie sublimée, je dirais? On ne va pas mourir en tant que peuple canadien-français. On va disparaître dans la figure du grand autre. On va s'abîmer dans la figure du grand autre amérindien. Ce grand autre-là avec lequel on a été confronté dès les premières heures de la colonie, qui hante tous les Québécois de la première génération à la dernière génération. Moi, j'appartiens à la 12e ou 13e génération de Québécois, de Canadiens français, de Franco-Canadiens. Et nous sommes tous traversés collectivement, les Canadiens français, les Canadiens français de souche, nous sommes tous traversés collectivement par un rapport mal réglé avec les Premières Nations, avec notre propre rapport au continent, avec notre propre rapport à notre propre amérindianité, à notre propre sauvagerie même, je dirais. Nous ne sommes pas des sauvages. Alors, à force de répéter ça sans arrêt, ben, c'est comme si on avouait que nous en étions, comme le faisait remarquer une psychanalyste dans le film L'Empreinte. Alors, ça a laissé, ce contact-là avec les Premières Nations a laissé une trace indélébile dans notre psyché collective. Et sauf que là, cette trace-là, eh bien, comme une tache d'huile, se répand et vient effacer notre propre réelle indigénité, je ne sais pas si je le dis correctement, qui est la culturation à ce territoire. Nous ne l'avons jamais assumé. Nous ne l'avons jamais assumé pour toutes sortes de raisons là, qui ne m'appartient pas ici de. De toute façon, la vidéo est terminée, elle est suffisamment longue. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est des Québécois qui ne veulent plus être des Québécois. Ils veulent être des Autochtones. Et ils s'inventent, ou ils se recréent, ils se reconstruisent une identité. Est-ce l'échec du projet indépendantiste qui fait que, plutôt que de macérer
dans le jus de la déception, eh bien, on se retrouve dans une sorte d'assomption, dans une sorte de revitalisation, dans une sorte de résurrection par l'Amérindien. Alors voilà, la résurrection par l'autochtonie. Voilà où nous en sommes. Le messianisme se déplace. Nous étions dans un messianisme nationalisme. Eh bien maintenant, peu à peu, nous nous effaçons de ce continent et nous nous engloutissons dans l'être et des guerriers autochtones. Savantissime conclusion. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook, tenez ma page Facebook, vous pouvez la visiter. Elle est ouverte à tout vent adverse, mais bon. J'aime assez peu les débats sur ma page. Je ne m'empêche pas de dire des choses peut-être parfois provocatrices. On en prend, on en laisse. Ma chaîne YouTube, la deuxième chaîne YouTube, et enfin ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. 514 736 0999. Et si vous avez des livres d'Éric Fromm à vendre, n'hésitez pas, téléphonez-moi. Merci. À moins que vous préfériez les conserver. Merci. Merci, merci. L'art de l'amour. Merci.